Ouais, c'est Il n'y a vrai. rien de sain dedans. Moi, je faisais partie de ces gens-là. No pain, no game. Team no sleep. You're here for the grind. What? Jusqu'à ce que tu craques et puis tu peux plus grinder. Tu peux plus rien faire. T'es rendu veg. Merci d'être venu aujourd'hui. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, je te le disais en rentrée de jeu, hein, moi, dans ma tête à moi, j'allais t'envoyer un message puis j'allais pas avoir de nouvelles parce que pour moi, t'as l'air tellement pas accessible, en tout cas pour des gens comme Dis moi. pas ça. C'est la pire chose qu'on puisse me dire. T'as l'air pas accessible. Ben, non. je sais pas. Non. Je suis extrêmement accessible et j'essaie du mieux que je peux de répondre à tous mes messages. Wow. J'essaie vraiment fort. Surtout si on me contacte par email. Comme Tout de ça. suite. Wow. Sur les réseaux sociaux, C'est difficile. je reçois beaucoup de messages. Donc, c'est souvent d'aller filtrer les messages, de dire, OK, d'accord, je vais répondre celui-là, oh, je vais skipper. J'aurai le temps de revenir puis de répondre. Je comprends. J'en reçois beaucoup. Donc, la meilleure façon pour me contacter, s'il vous plaît, c'est par email. Par email. Puis aller droit au but aussi, s'il vous plaît. Ouais, directement. Oui, droit au but, s'il vous plaît. En plus, tu vois, moi, je pense que je t'avais même pas envoyé un message, je t'avais envoyé un voice. Parce que, tu sais, moi, je fais énormément de fautes de français, premièrement. Puis, deuxièmement... Donc, c'est raison... C'est pour toutes ces raisons-là. Okay. Mais au-delà aussi de ça, c'est que je trouve que ça fait différent. Parce que quand tu reçois un voice, t'entends tout de suite la voix de la personne. Par contre, j'ai reçu des voices qui sont... Comment ça? J'ai reçu des gens qui moanent, oui. Donc, on reçoit de tout, en fait. J'ai reçu de tout. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais j'ai reçu de tout. Donc, moi, des messages sous toutes les formes possibles et imaginables. J'en ai reçu. J'ai même reçu des dick pics par email. Non. Par email. Donc, la personne a pris le temps d'envoyer un courrier. Oui. Puis c'est pas une erreur? Non, je pense pas. Je pense pas. Peut-être qu'on l'a envoyé à plusieurs personnes aussi, tu vois. Mais c'est des trucs qui arrivent. Donc, vraiment, en tout cas, la meilleure façon de me contacter, c'est par email, idéalement. Mais je suis très contente d'être là. Et gentil. Très contente de pouvoir te parler. Déjà, j'adore déjà. Ben écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi, qui tu es, tu fais quoi dans la vie? Ça, c'est la question qui tue. La question qui tue, La question qui tue. Alors, mon nom est Gariana Jean-Louis. Yes. Je suis humoriste, comédienne et conférencière, maintenant aussi enseignante aussi. Oh, wow! Donc, oui, j'enseigne aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, clairement, toutes ces choses. Et de façon simultanée aussi. Donc, tout est en parallèle. Donc, non, la conférencière ne laisse pas l'humoriste et ainsi de suite. Ouais. Et voilà, donc j'œuvre en tant que professionnelle, humoriste professionnelle plutôt, depuis maintenant 2017. Donc ça va faire bientôt 6 ans. OK, quand même. Donc voilà qui je suis. Je suis d'origine haïtienne aussi. Oui. Pour moi, c'est très important. Je me considère aussi très québécoise aussi. Donc je suis un magnifique mélange de ces deux cultures. J'ai grandi en Haïti. Je suis née à Montréal. Ouais. Par contre, j'ai grandi en Haïti très jeune. À l'âge de 5 ans, j'ai déménagé en Haïti. Okay. Et depuis, j'ai fait le va-et-vient toute ma vie entre Haïti et le Québec. Okay. Donc voilà. Et voilà, donc simplement, en gros, voici qui je suis. Quelqu'un qui aime la vie, tout simplement, et qui aime... Ben, ça se voit aussi, parce que moi, j'ai été voir ton spectacle, puis je le disais à mon frère, parce que moi, je suis très proche de mon frère, puis j'ai dit, écoute, j'ai été voir un spectacle d'humour. Puis moi, honnêtement, il y a beaucoup d'humour quand même qui se font au Québec, mais je vais te le dire, honnêtement, ce n'est pas tout ce qui arrive à me faire rire. OK? Moi, je suis très difficile. Non, mais t'es un public différent, c'est tout. Oui, exact. Je dirais pas difficile, t'es un public différent. Exactement. Donc, d'arriver dans un spectacle puis de rire du début jusqu'à la fin, c'est non, je te le dis, là. Je l'ai dit. Je l'ai dit à mon frère. Puis là, mon frère a dit, ah, mais je la connais pas. Envoie-moi qu'est-ce qu'elle fait. Là, je lui envoie, puis il était sur la ligne, on se parlait. Là, je lui envoie. Là, je l'entends rire. Là, j'ai dit, ah, t'as-tu parti la vidéo? Il dit, ben oui, ça fait longtemps, j'ai même fini, puis tout. Fait que c'est pour ça que pour moi, t'es haïtienne, t'es une femme. Moi, personnellement, j'ai vraiment adoré ça. Et c'est pour ça, c'est ça que je te disais tantôt, tu sais, une femme noire qui décide d'aller dans l'humour,
C'est pas atypique, là. Une femme noire avec des parents haïtiens, c'est important. Parce que je suis sûre que si j'avais été adoptée par des parents blancs québécois, ça serait possible. Ça serait imaginable. Mais d'avoir des parents haïtiens qui sortent d'Haïti, qui ont immigré dans les années où le struggle était encore pire que ce que c'était. Donc, effectivement, oui, j'avoue, mais je prends tout, je le reçois et honnêtement, je vais l'utiliser pour me continuer un peu d'aller un peu de l'avant avec ce que je fais. Puis toi, c'est parti de où que tu t'es dit que, garde, je vais laisser mon 9 à 5 ou je vais laisser la carrière que je faisais pour décider de carrément devenir humoriste? Concours de circonstances, et c'est un événement malheureux, en fait, qui m'a emmené là. Okay. C'est la mort de mon père. Oh! Donc, littéralement, je travaillais pour le SPVM, justement, et en 2013, j'ai reçu un texto de ma sœur qui m'a dit « Papy est mort, il a fait une crise cardiaque ». Et ça a chamboulé ma vie. Ça a chamboulé ma vie. Je me suis mis à rire. J'ai répondu « lol », la première des choses. Puis après ça, je me suis dit « mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut vraiment se réveiller un matin et mourir? » Ben oui. Et ça a chamboulé toute mon existence. Je me suis remise en question. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? J'ai parlé à un ami qui était là, justement, pendant le moment du deuil. Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie? T'sais, si tu avais, selon toi, là, si tu avais à mourir demain, est-ce que tu serais satisfaite de la vie que tu as eue? Puis ça a été un gros non. Quête. Ça a été un non. Parce que pour moi, la vie utopique que je voudrais, dans le monde idéal, ça serait de faire du théâtre. J'ai toujours adoré le théâtre. Mes parents m'ont toujours encouragée dans le théâtre, mais toujours comme une activité parascolaire à côté, pas un métier en tant que tel. OK? Ouais. Voilà. Donc, j'ai toujours aimé le théâtre. Donc, moi, je me suis dit que s'il fallait que je meure demain, il fallait que je fasse du théâtre. Il fallait. Pour moi, c'était rendu nécessaire, viscéral. Et j'ai tout lâché. Du jour au lendemain, j'ai littéralement envoyé ma lettre de démission et je me suis acheté un billet d'avion, vol direct Haïti. Mais pourquoi Haïti? Parce que c'était là que mes attaches étaient et c'était là que j'ai pris la passion du théâtre. OK. Donc, pour moi-même, je ne savais pas comment atteindre le théâtre ici, mais en Haïti, je savais. Je comprends. Donc, moi, ça a été... J'ai même pas réfléchi. J'ai littéralement acheté un billet d'avion straight. J'ai laissé mon appartement. J'ai tout laissé. Tout, oh my God. Je me suis dit que je vais gérer après. T'as pris juste un billet aller simple. C'est tout. Oh my God. Puis je suis partie. Je suis rentrée en Haïti, j'avais 0 plan. Le seul plan que j'avais dans ma tête, c'était de donner des cours de théâtre et de faire du théâtre. Wow. Donc, j'ai été à mon ancienne école secondaire en Haïti. J'ai été à l'ancienne école secondaire de mon frère aussi en Haïti, puis j'ai commencé à dispenser des cours de théâtre gratuitement. T'es pas sérieuse? Je suis sérieuse. Donc, ma sœur était déjà installée, elle, en Haïti. Oui? Donc, avec elle, on a créé un duo, puis on donnait des cours de théâtre. Oh on n'était pas rémunérés, puis ça nous intéressait pas. On le faisait pour l'amour du théâtre. Et ça a donné que l'école de l'humour du Canada, du Québec, était de passage en Haïti pour une formation. Comme ça, par hasard, je ne sais pas par quel hasard. Ma soeur m'a dit, regarde, tu fais rien, vas-y. J'ai dit, OK. Je me suis inscrite pour la formation d'1 semaine. Au bout de quelques jours, à la Bibliothèque nationale, en Haïti, ils ont décidé, dernière minute, de recruter des aspirants humoristes haïtiens pour représenter Haïti au Québec, au festival Juste pour rire. Et puis ça arrive combien de fois dans une vie, là? J'ai écrit mon premier texte d'humour pour la première fois de ma vie. J'ai écrit un numéro de genre 8 ou 10 minutes, c'est ça qu'on nous demandait. Et j'ai parlé de cette dualité que je vivais d'être trop québécoise pour les Haïtiens et trop haïtienne pour les Québécois. Ils ont rigolé. J'ai été recrutée parmi les 3 finalistes. J'ai remporté le concours, finalement. Puis à la dernière minute, c'était pas dans les plans. Rien n'était planifié. Moi, j'étais supposée venir faire mon petit Juste pour rire, retourner chez moi en Haïti. Oui. Et ça a donné que j'ai fini de faire mon numéro. Ça a bien été. Puis Louise Richer, la directrice de l'école de l'humour, est venue en coulisses puis elle m'a dit, t'as littéralement 15 minutes pour me répondre parce que c'est la fin du spectacle puis j'aurais aimé savoir si je l'annonce ou pas. Mais j'ai le goût de t'offrir une bourse d'études complète pour l'école de l'humour. Est-ce que ça te tente? J'ai fait, pardon, madame! Quoi? Puis elle est comme, ouais, est-ce que ça te tente?
Puis j'ai fait oui. J'ai zéro plan. Ouais. J'ai pas d'appartement, j'ai rien. Elle m'a juste dit, bon, j'ai fait... Oui. Ouais. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. J'avais aucune idée. J'ai jamais fait de l'humour de ma vie. Tout ce que j'ai connu, c'était du théâtre. Le théâtre classique, dramatique. J'ai jamais fait d'humour. Donc, voici comment j'ai atterri dans l'humour. Oh my God. OK. OK, attends. Là, tu me dis que... mais est-ce que toi, tu savais qu'il y avait une école de... Du tout! À Montréal? Jusqu'à ce que j'ai... Non, jamais! Jamais! C'est à cause de la formation que j'ai su qu'il y avait une école de l'humour. Mais même là encore, pour moi, c'est loin. Il y a une école de l'humour. OK. Mais je savais pas c'était quoi. Wow. Donc, pour moi, l'école de l'humour, c'est l'équivalent de l'école de théâtre. Pour moi, c'est la même chose. Oui. Donc, pour moi, c'était 0-0. Puis c'est quand je suis rentrée, puis j'ai fait commencer à faire l'école, j'ai fait wow! OK, il y a vraiment une science dans le drôle. Oh! Ouais. Oh! OK. Ouais. Puis le fait est d'avoir été dans cette école-là, encore je le répète, une femme, t'es noire, comment que ça a été un peu? Là? C'était difficile. OK. C'était difficile. L'adaptation, et n'oublie pas que je venais encore une fois d'Haïti, là. Ouais, donc pour moi, il y a une adaptation culturelle que je dois refaire. Encore. Et là, tu rentres dans un milieu que tu ne connais pas, qui t'est étranger. Même quand tu connais la terre, même quand tu es québécois, tu as un passeport canadien. Mais c'est un milieu où tu réalises que, OK, j'apprends à connaître la culture québécoise différemment. Moi, j'ai connu la version haïtienne de la culture québécoise. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que chez moi, même quand on était au Québec, on était en Haïti. Donc, dans ma maison, oui, il y avait le monde externe qui était québécois, canadien, mais chez moi, chez la famille Jean-Louis, c'était quand même un mini Haïti. Ouais. Donc, moi, là, j'ai été intégrée dans le système québécois, comprendre à qu'est-ce qui les fait rire, pourquoi ils rient. Pour moi, l'humour absurde, là, je comprenais que dalle. Je trouvais ça aberrant, je trouvais ça limite, je m'excuse le terme, mais c'était idiot pour moi. Je me dis, mais comment on fait pour être aussi débile, pour rire des trucs... Absolument. Il n'y a rien de drôle. Mais c'est pour ça que je te disais tantôt que moi, ça m'en prend beaucoup parce que, si c'est comme... Je suis comme... Hein, même des fois, il y a des blagues que certains humoristes vont faire, puis je suis comme... Limite, c'est manque de respect, puis profond. Mais eux, ça passe. Mais encore là, c'est une question culturelle. C'est ça. Donc, moi, j'ai appris à comprendre la culture. J'ai appris à m'adapter à la culture. Et j'ai appris à apprécier la culture pour ce qu'elle était. Il y a surtout ça aussi. Parce que même dans mon cocon familial, on est quand même très haïtien et c'est pas tout le temps qu'on accepte nécessairement la culture québécoise. On veut rester entièrement haïtien, mais entièrement être intégré ici aussi, en rejetant tout ce que le Québec a à offrir. Mais la réalité, c'est que si tu ne... Sans te dénaturer, bien entendu, parce que moi, je ne suis pas contre... Je suis contre l'acculturation. L'affaire de tout laisser ce que tu as, puis de tout prendre, de tout embrasser, non. Non. Par contre, il faut pouvoir apprécier et comprendre d'où ça vient. Donc, moi, l'humour, ça m'a permis de comprendre autrement pourquoi les gens riaient de certaines affaires, pourquoi ils se permettaient de dire certaines choses. Donc, il y avait comme un travail vraiment culturel à faire et c'était difficile. C'était difficile. Et surtout que la grande ouverture d'esprit, là, il l'avait pas. Non. Pas nécessairement. Non. Donc, du côté de la direction, c'était cute. Mais du côté des élèves, c'était pas nécessairement la même chose. Donc, c'est là que les gens commencent à rire de ton accent. Puis c'est là que tu réalises que, OK, wow, t'es vraiment la seule noire ici dans cette boîte. T'es vraiment la seule. Puis t'es comme, il y a des affaires que moi, qui me faisaient rigoler, de rire de la mort, pour moi, c'était normal. Pour eux, c'est une absurdité de rire de la maladie mentale. Pour moi, c'était normal. Pour eux, c'était de rire des bébés morts. Comme, mon Dieu, des femmes battues. Je suis comme, parce que c'est des réalités que moi, j'ai vues. Donc, tu deviens comme une sorte, des fois, insensible par rapport à certaines situations où tu as l'impression, pour eux, tu as l'air insensible. Mais moi, c'est parce que ce drame-là, je le connais tellement que je suis capable d'en parler. Et j'ai pas de gêne à en parler ou à en rire. Donc, l'adaptation était quand même était rough. 2 années, là, c'était rough. C'est une formation de 2 ans? 2 ans. 2 ans intensifs. 2 ans complets. À temps plein? Temps plein. Oh, Seigneur, quand même. Puis, ça coûte combien une formation là-bas? À l'époque où j'étais à l'école de l'humour, c'était 10 000 $ pour les 2 années. Maintenant, je pense qu'ils sont rendus genre à 16 ou 17 000, probablement avec l'inflation. Mais quand même. Surtout que
quand tu sors, en tout cas, tu me corrigeras si je me trompe, mais quand tu sors dans le domaine de l'humour, t'as pas de paye ou salaire garanti. Tu sais, je te donne un exemple. J'ai regardé une vidéo d'une fille qui est pilote d'avion. Puis elle expliquait qu'elle a été au privé, puis ça l'avait coûté au-dessus de 60 000 $ pour sa formation au complet. Mais elle, dès qu'elle sort, son salaire minimum, là, c'est 100 000, pas plus bas que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, là, c'est ça, je me pose la question. Tu me dis 16 000 $ pour 2 ans. Puis là, quand tu sors, puis ce que les gens ne savent pas, c'est que humoriste, t'es travailleur autonome. Travailleur autonome. T'es pas salarié, t'as pas de contrat garanti. Non, à moins que tu te fais embaucher, et c'est très rare. Hein. C'est très rare, on parle de quoi? Une personne, parce que les cohortes, c'est cohortes entre 12 et 14 personnes. On parle de peut-être 2 personnes qui vont se faire signer par des boîtes. OK. Dès leur sortie de l'école. Mais tout le reste du monde. Et même quand tu te fais signer par une boîte, ça veut pas dire que tu fais de l'argent. Ça veut dire que tu es plus proche de te faire de l'argent, mais ça veut pas dire que tu te fais de l'argent. Parce qu'on doit te marketer, on doit te brander, on doit il y a beaucoup d'affaires avant de faire ton nom quand même et de te mettre là. Mais il y a plus de garanties que si tu te dis, ben, je vais juste faire tous les bars, tous les soirs, jusqu'à ce que je me fasse connaître. C'est beaucoup. Parce que moi, j'avais invité un jeune homme que je respecte beaucoup, Jean-Michel Elie. Oui. OK, j'ai été voir lui aussi. C'est un gars que j'adore beaucoup. Il est très bon. Puis, tu sais, il me disait, il dit, Marsha, c'est fou, hein, parce que nous, en tant qu'humoristes, les gens ne le savent pas, là, mais la majorité des humoristes, pour arriver aux fins de mois, c'est de la colocation. Ils habitent ensemble. Il a dit, moi, je peux pas faire ça parce que je suis haïtien. Donc, ça passerait pas chez nous. Mais il dit, en règle générale, c'est ça. Puis nous, quand on voit ça à la télé, on voit les humoristes, pour nous, on est comme... Ils ont la vie facile, tu sais, je veux dire, mais c'est pas ça, là, je veux dire. Si t'es pas Rachel Baldouri justement, c'est ça. Et l'humour à l'époque n'est plus l'humour d'aujourd'hui. Parce que avant, tu faisais un gala juste pour rire, ton nom était fait. Ton nom, tu fais un gala juste pour rire, ton nom est fait, tu es signé, et automatiquement, tu es dans des publicités, tu es à la télé, tu fais de l'argent. Plus maintenant. Les galas, juste pour rire, n'ont plus la même valeur que ça avait. Tu peux faire 12 galas. Je connais un gars, il a fait au moins 4, 5, 6 galas. Ça fait 11 ans, 12 ans qu'il fait de l'humour. C'est cette année, finalement, qu'il s'est dit, tu sais quoi, je vais faire mes affaires en autonome, puis je vais utiliser mes réseaux sociaux, puis je vais voir si ça fonctionne. Puis ça a marché grâce aux réseaux sociaux. Mais ça n'a rien à voir, là. C'est pas ça. Donc, ce que c'était avant, c'est devenu très, 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 vraiment plus difficile. Pourquoi? Il y a plus de compétition. Ben oui. Et l'humour vient sous toutes les formes. Effectivement. Donc, il y a de l'humour à la télé, il y a de l'humour sur le web, il y a de l'humour écrit, il y a de l'humour sur scène. Donc, c'est vraiment diversifié, contrairement à ce qu'il y avait avant. Effectivement, puis je me rends compte aussi que faut vraiment que ce soit excellent pour essayer de toucher en tout cas le plus de personnes possible. Ou si tu as une niche, de toucher cette niche-là. Mais l'excellence, c'est relatif. Je suis d'accord avec toi. C'est très relatif. C'est relatif, l'excellence. Je suis d'accord avec toi. Peut-être quelqu'un que toi, tu vas trouver drôle, moi, je le trouverai pas drôle. Mais à ce moment-là, comment peux-tu faire en tant qu'humoriste d'essayer de, je ne veux pas dire plaire aux gens, mais être capable que tu puisses vivre de ta passion puis de ce que t'aimes, là, vivre de ta passion, c'est 1, de te mettre dehors. 2, pour moi, c'est de te mettre à nu un peu, d'utiliser ta vulnérabilité. 3, d'être patient. On n'a pas le choix. Pour moi, il n'y a pas de fast track to success. Il n'y a pas de fast track to... Tu sais, clairement, tu vas faire un deal de drogue aujourd'hui, ça va marcher. Ça va marcher, on est tous d'accord avec ça. OK, ça va marcher. Mais tu risques de te faire pogner devant. Exact. Versus, si tu prends ton temps, puis tu mets de l'argent de côté, puis tu fais de bons investissements, puis tu fais de bons choix, ça va prendre du temps. Mais sur le long terme, quand tu vas regarder, tu vas être comme, finalement, it paid off. Mais moi, je dis souvent, tu sais, je sais pas quel âge que tu as, mais moi, j'ai 28 ans, puis je le dis souvent, notre génération, nous, on n'est pas patient. On veut les choses tout de suite, maintenant. On veut faire de l'argent. Dès que quelqu'un nous parle d'une affaire de faire un cop facile, c'est ça qu'on veut. Mais tu as raison sur un point, c'est que, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Toutes les gens qui ont réussi à faire des choses faciles, ça n'a jamais perduré dans le temps. Non. Jamais. J'ai 33 ans. Donc, moi, je fais partie de la génération du milieu où j'ai vu mes parents, je suis vraiment une vraie millénium, où j'ai vu mes parents qui en ont arraché dans la vie, qui ont pris du temps pour avoir une carrière, Et puis, la génération juste après moi qui
tu as l'impression que tout est facile. C'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai du tout. C'est pas que tout est facile. Mais c'est vrai qu'on a accès à une dopamine presque limite instantanée. Ouais. Tu t'ennuies là, t'as pas le temps de t'ennuyer parce qu'il y a tellement de choses à faire. Si tu t'ennuies, c'est par choix que tu t'ennuies. T'as fini de scroller sur Instagram, tu déposes ton téléphone, tu retournes sur Instagram, tu scrolles encore. T'as fini Instagram, tu ouvres ton TikTok, tu scrolles sur TikTok. Ça, t'écoutes de la musique. Après ça, tu regardes Netflix. Mais t'as pas le temps. On veut tout le temps te stimuler. Donc, la durée de cette dopamine-là, de l'excitation qu'on pourrait avoir, elle est tellement rendue minuscule qu'on a hâte de passer à la prochaine étape. Et c'est la même chose dans nos vies aussi. C'est vrai. Que tu te dis, tu n'as même pas le temps de vivre l'étape où tu as struggle, tu as finalement du succès dans ce que tu fais. Tu es déjà en train de penser à, OK, j'ai besoin de passer au next. Tu n'as même pas le temps de jouir du succès. Tu n'as même pas le temps de jouir de cette petite victoire, aussi petite qu'elle soit. Tu es déjà en train de penser à, OK, c'est quand est-ce le prochain move? C'est quand est-ce la prochaine affaire pour aller chercher cette excitation-là? C'est comme de la drogue. C'est vrai, c'est vrai. C'est de la drogue. C'est rendu de la cocaïne à la recherche du bonheur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On n'est jamais satisfait. Ah, c'est vrai. Jamais. Donc là, moi, ma décision, c'est de pouvoir prendre le temps de savourer les petites victoires. Aussi petites soient-elles. Mais ça c'est si t'as le temps. C'est parce que tu crées le temps. Tu crées le temps parce que c'est le concept du temps, encore une fois, c'est du n'importe quoi. On court après quoi? On va tous mourir à la fin de la journée. Non, je suis d'accord. Mais je sais pas, parce que on est tous les deux travailleurs autonomes, tu comprends? Fait qu'il y a des saisons où il y a des périodes où on est super occupé, puis on se dit, OK, on va prendre tout ce qui se passe parce qu'on sait pas le mois prochain qu'est-ce qui va se passer. Je suis d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord. Donc, pendant cette période-là... Il faut savoir doser parce que le burn-out, ça existe. Ouais, même si nous, on le croit pas, là. Protéger sa santé mentale, c'est important. Ouais. Parce que au bout de la journée, là, t'as fini, t'encaisses. Et puis, on encourage la surproduction. Ouais. On encourage moi, je dors pas. No pain, no gain. No sleep team. On encourage. Il n'y a rien de sain là-dedans. Ouais, c'est vrai. Il n'y a rien de sain dedans. Moi, je faisais partie de ces gens-là. No pain, no game. Team, no sleep. You're here for the grind. What? Jusqu'à ce que tu craques et puis tu peux plus grinder. Tu peux plus rien faire. T'es rendu veg. Puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis tu vois la vie filer devant toi. Ouais. T'as des palpitations à rien. Tu stresses tout le temps parce que t'as jamais pris le temps de dire pause. Je prends du temps pour moi. Mais tu sais, nous, notre communauté, moi-même d'ailleurs, même mes parents... Non, moi, c'est pas vrai, mais mes parents surtout, c'est tout le côté, genre, tu dois faire attention à ta santé mentale, si tu as besoin d'aide, va voir un psychologue. Mes parents sont pas dans tout ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Comme même moi, là, quand j'étais à l'école, tu sais, parce que moi, quand j'étais au primaire, secondaire, j'avais beaucoup de problèmes de comportement. OK? J'ai été dans plein d'écoles. Je peux même pas compter le nombre d'écoles que j'ai fait. À un moment donné, à chaque fois, les profs, c'était tout le temps la même chose. Mais peut-être qu'il faudrait consulter avec votre fille, puis tout. Puis tu dis ça à mon père, qui est un Haïtien, qui a grandi en Haïti. Tu es la fou, des ordres. Tu sais, même le Ritalin, là, pour mes parents, c'est comme tu me niaises, là. C'est pas mon enfant qui va leur prendre du Ritalin. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça fait en sorte que t'es comme, OK, est-ce que moi, je veux vraiment mettre de l'importance là-dedans? Encore là, c'est un choix qu'on décide de faire. Mais au-delà de ça, moi, je parle pour moi. J'ai comme une pression aussi. Parce que je suis comme, je veux vraiment montrer à mes parents que oui, je travaille autonome, je suis courtier immobilier, mais que même que malgré que j'ai fait une carrière que c'est pas ça qu'ils voulaient, parce qu'ils me l'ont dit clairement, que je peux réussir. Yo, je vais te montrer que je peux réussir. Je suis d'accord. Tu comprends? Je suis d'accord parce que la bataille est similaire pour moi aussi. Ouais. La bataille est similaire. C'est qu'en réalité, tu veux montrer à tes parents, mais tu veux te montrer à toi-même que tu es capable de réussir, malgré tout ce que X, Y, Z a pu te dire pendant toute ta vie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais si tu te ménages pas, qu'est-ce qui va se passer selon toi? Ben, moi, je me dis que probablement, même ma continuité dans cette carrière-là, dans cette profession-là, ça va peut-être même créer un dégoût de ma part. De dire que j'aime pas ce travail-là, j'aime plus ce travail-là. Alors que tu aurais pu continuer d'être passionné si tu le prenais en dose normale. Ouais, et de prendre le temps
Ouais. Il n'y a pas de course. La course, c'est pour qui? Moi, c'est vrai. Ouais. La course, c'est pour qui? Moi, j'ai dû me demander souvent, me remettre moi-même en question. Je dis, OK, tu t'empresses tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Tu te mets un timeline. C'est bon d'avoir des goals, c'est bon d'avoir des dates. Mais si ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce que ça fait? Que tu attends 1 an de plus, que tu attends 2 ans de plus pour arriver à ton objectif. Mais que tu arrives à t'être reposé. Que tu arrives, que tu prennes le temps de jouir du processus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que ça fait? Qui a dit qu'il fallait faire tout ça en l'espace avant tes 30 ans? Moi, je dis souvent, est-ce qu'il y a une loi qui dit ça? C'est ça! Qui? On se met de la pression pour moi qui n'est pas nécessaire. Et moi, j'essaie de me le rappeler tous les jours. Des fois, là, le stress, il est là. Tu te dis, OK, j'ai des deadlines, j'ai des ceci, j'ai des cela. Mais en dehors des deadlines de mon travail, est-ce que je suis obligée de donner un deadline à ma vie, un deadline aux objectifs que j'ai, un deadline? Pourquoi? Mais en fait, il faut faire attention, c'est que dans la société où ce qu'on est aussi, on est dans une société qu'on met de l'avant la performance. Je suis d'accord. La compétition est très féroce. Je pense que tous ces éléments-là font en sorte que même si que nos parents n'étaient pas là pour nous donner une pression, là, on se l'aurait probablement donné quand même. Probablement quand même, oui. Mais probablement quand même aussi qu'il faut défaire cette mentalité-là aussi. Parce que si on est tous dans cette mentalité-là, on va tous se brûler à la fin de la journée. Effectivement. Moi, j'ai 33 ans, je te jure que dans mon âme, j'en ai 65. Oh my God, wow. Parce que j'ai l'impression que j'en ai tellement fait que je me dis que wow. On dirait même pas que j'ai 33. Je te jure, j'ai l'impression d'être une vieille madame dans mon corps. Quand on me dit, ouais, t'es comme une vieille âme, c'est pas un compliment. C'est pas un compliment. Je suis supposée être wild and free and being happy d'avoir 33 ans dans cette vie. Mais je suis pas capable de le dire parce que je me dis, too much. Trop de pression. Stop! Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est tough. C'est tough. Moi, c'est une bataille quotidienne. Je te dis ça comme si j'avais la science infuse. Je ne l'ai pas. Parce que tous les matins, je me réveille avec cette pression aussi. Mais j'essaie de m'en défaire. Et d'être gentille, pas gentille, d'être douce avec moi-même. Autant que je suis douce avec les autres. On a beaucoup de patience pour les autres, mais on n'a pas de patience pour soi. Pour nous-mêmes, c'est vrai, effectivement. Est-ce que toi, comment ça a été quand tu es sortie de l'école de l'humour, ton jour numéro 1 où tu te dis, bon, je suis officiellement humoriste, est-ce que tu as commencé dès le début à faire de l'argent puis à avoir des contrats qui sortent du ciel, puis... Laisse-moi te dire quelque chose. Je me suis déclarée humoriste en 2020, en pleine pandémie. Wow. J'ai fini l'école en 2017, donc pour moi, j'étais encore une imposteur. Wow. Oui, madame. Oui, madame, j'étais encore une imposteur. Selon moi, j'étais comme, non, je ne peux pas être humoriste parce que je n'ai pas la popularité, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je ne fais pas rire tout le monde. Quand je rentre dans des salles, des fois ça rit, des fois ça rit pas. Donc moi, je me suis remise en question de 2017 à 2020. Et en pleine pandémie, ma chère, j'ai décidé de me marier à l'humour. Wow! Je me suis mariée officiellement à l'humour et j'ai dit, voilà, humour, je te choisis. Et je te choisis jusqu'à la fin de ma vie. Et je te fais la promesse de me donner à 500% dans cette relation entre toi et moi. Wow. Et voilà. Donc, en sortant de l'école, très chère, pas du tout. En sortant de l'école, comme tous les humoristes, tu essaies de trouver ta voie. Tu essaies de trouver ton chemin. Et moi, j'étais encore dans cette bataille de dualité de est-ce que j'essaie de m'adapter à l'humour québécois 100% ou est-ce que je reste dans mon humour haïtien où je trouve une balance. Donc, j'avais toujours baptisé mon humour d'un humour à saveur manguérable, mais je ne l'avais jamais mis en pratique honnêtement. Je comprends. Donc, en sortant de l'école, j'essayais encore de fitter dans les comedy clubs, dans les comedy rooms, dans les espaces québécois, jusqu'à ce que je réalise que... Puis donc là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis, comme je t'ai dit tantôt, je me suis mise à voyager. Donc, j'ai été invitée à plusieurs festivals. En même temps, j'ai été chanceuse, bénie, même, je peux dire, que en faisant ma photo de finissant, c'est là que j'ai réalisé que j'étais la première femme noire à avoir diplômé de l'École nationale de l'humour. J'ai passé 2 ans à l'école sans réaliser. J'ai réalisé que j'étais la seule fille noire, mais j'ai jamais réalisé que j'étais la première à avoir fait ce travail. Donc, quand j'ai fini,
on a pris la fameuse photo. J'ai demandé à la directrice, à Louise, si j'avais le droit de l'écrire sur ma photo de finissant parce que j'essayais de trouver un concept cool. Puis ça a comme donné un boost, mais un boost médiatique. Donc, les journaux se sont intéressés à moi, la presse s'est intéressée à moi, la télé un petit peu s'est intéressée à moi, mais en dehors de ça, tout le monde s'intéressait à l'histoire sans s'intéresser à la personne. L'histoire, c'était chaud. Ouais. La personne en soi, une fois qu'on a fini, tu as fait de la couverture, check. Let's move on to the next story. Ouais. Donc, pour moi, entre-temps, il fallait que j'apprenne à crafter, je m'excuse de l'anglicisme, mon art. Ben oui, ben oui. Pour ce que c'était, pour ce que je voulais faire, pour les histoires que je voulais raconter. Donc, j'ai été invitée à des festivals et j'ai commencé. Je me suis dit, bon, ça va être ça. Et j'étais pas payée, ma chère. Donc, on me donnait mon billet d'avion, on me donnait mon logement, puis moi, je disais oui. Donc, j'ai passé 2 ans, presque 3 ans à dire oui. Et pour moi, c'était un investissement parce que réellement, concrètement, dans ma poche, j'avais pas d'argent qui rentrait. Ouais. Mais je bougeais tout le temps. Donc, les gens me voyaient, entre guillemets, partout. On me voyait en Guadeloupe, on me voyait en Martinique, on me voyait en Haïti, on me voyait aux États-Unis. Mais j'avais pas d'argent qui rentrait dans mes poches. Donc, la perception des gens, c'était... OK, ça se passe, son affaire, là. En train de faire du gros cash, mais non. Pour moi, c'est un investissement dans ma carrière. Donc, j'ai investi pendant littéralement 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il fallait que je fasse des jobs dégueulasses. C'est ça, j'allais te dire. Ah, ben parce oui, que parce qu'il fallait que je survive. Les factures continuent, hein. Toi, tu investis, mais les factures n'investissent pas. Non, elles viennent gruger. C'est ça, j'allais Donc, moi, mes factures, mon Hydro-Québec, mon téléphone, mon ceci, mon cela, ils venaient. Mais oui. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais des petits jobs à côté. Donc, les petits jobs à côté que j'avais, c'était quoi? Je faisais de l'animation pour les enfants, des petits enfants dans des garderies, puis je me déguisais, puis j'allais faire rire. Puis je travaillais à la ronde, puis au festival de l'horreur de la frayeur. J'étais un zombie. Les gens ne savaient pas, mais j'étais comme surprise, un zombie, c'est moi. Oui. Donc, je faisais des jobbings, toutes les petites jobbings que j'étais capable de trouver et je refusais de retourner dans des 9 à 5. Pour moi, c'était catégorique. Je me suis dit, je vais trimer, je vais faire toutes les petites jobbings qui ont rapport avec l'art, mais je ne veux pas retourner dans les bureaux du 9 à 5. C'est pas que j'aurais pu retourner derrière un bureau puis faire de l'argent. Mais c'est ça, j'allais dire. Normalement, et éviter le struggle. J'ai choisi le struggle. Parce que ça t'aurait pas nécessairement empêché. Ça m'aurait empêché. La flexibilité, je n'ai pas cette flexibilité-là. Alors que si je décide d'être travailleur autonome jusqu'au bout, parce que toutes les jobbings que j'ai fait, c'est des jobbings de travailleurs autonomes. J'aurais pas eu cette flexibilité-là pour aller participer à des festivals, participer à des films. J'ai été tourner un film en République dominicaine. Je n'aurais pas eu cette flexibilité-là en ayant un 9 à 5. Donc, tout ça, ce sont des choix stratégiques que j'ai dû faire pendant tout le long et que je continue de faire aussi. Là, Dieu merci, je vis pleinement de mon métier. Je suis contente, je suis capable de voyager pour de vrai sans avoir à investir, tu vois? Et d'être payée, d'être bien rémunérée pour le travail que je fais. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Mais à partir de quand, de quelle année, je pourrais dire que là, on te paye vraiment? 2020. En pleine pandémie. En pleine pandémie. Parce que j'ai shifté. Wow. Pendant que tous les bureaux, tout fermait, là. Quand là, tu as fait le métier d'humoriste, ça fait 3 ans, comment ça commence à kicker? Le monde ferme. Puis c'est à qui on ferme la gueule en premier? Aux humoristes. Exact. Et aux acteurs et aux comédiens. Donc, toutes les personnes qui étaient dans les métiers d'art, c'était rendu que nous, on était les inutiles de la société. On n'était pas essentiels. Ils nous l'ont rappelé pleinement qu'on était inutiles. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai refusé de prendre la PCU. Encore une fois, un choix stratégique. Tout le monde était en mode survival. Tout le monde était comme, je vais profiter de la PCU, puis je vais faire, non. Je vais profiter de me réinventer. Puis c'est là que j'ai commencé à faire. Je me suis dit, je vais me vendre sur les réseaux sociaux, encore plus. Je vais essayer de mettre sur place un système qui fonctionne tout seul, dont les gens ont besoin. Je vais lire encore plus et m'éduquer encore plus, mettre des conférences sur pied parce que tout se passe en virtuel maintenant. And you have to be quick. Pour moi, Instagram, c'était rendu saturé. Tout le monde faisait des lives, tout le monde faisait des affaires. Je me suis dit, OK, je vais faire un live, mais il doit être différent. Puis je me dis, je vais me mettre à promouvoir des entreprises noires. Puis je vais me faire payer pour promouvoir des entreprises noires puisque j'ai une plateforme. Wow. Donc, j'ai shifté.
j'ai créé des conférences pendant pleine pandémie. Wow. Puis je me suis mise à donner des conférences dans les entreprises. Des conférences sur le pouvoir de la gratitude, parce que ça fonctionnait bien. Et ça fonctionne encore bien, d'ailleurs. Effectivement. Le pouvoir sur la une conférence sur la diversité et l'inclusion, parce que c'est un sujet qui était à la mode et que tout le monde, après ce qui s'est passé à George Floyd, tout le monde a ouvert les yeux sur ce monde et il fallait éduquer les gens. Donc, je me suis mis littéralement, j'ai fait un 180, c'est pas un 180, j'ai utilisé les facultés que j'avais pour me rendre encore plus intéressante et pour pouvoir me mettre sur le market différemment. Différemment. Puis là, à partir de là, tu as ton entreprise, parce que je considère que tu as une entreprise, a explosé, là. Yep. Oh my God. Yep. OK. Mais là, ça veut dire que, mettons, là, quelqu'un qui voudrait être humoriste. Puis au-delà d'être humoriste, tu sais, je veux dire vraiment autant côté de notre culture que un immigrant arabe, peu importe. C'est quoi le conseil que tu pourrais dire à ce jeune-là ou à cette personne-là? Parce que clairement, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi-même, là, je te regarde, là, puis je suis comme... Je serais allée voir mes parents juste quand je me rappelle, quand je leur ai dit que je devenais courtier immobilier, là. C'était tête chargée, là. Yeah. Pour eux, là, c'était comme... Mais non, courtier immobilier, c'est pas une job, là. Ça, c'est une seconde carrière, là. Ouais. Tu comprends? Tu fais ça à côté pendant que t'as ta job. C'est un amuse-gueule. C'est pas un plat. C'est ta commission, ouais. Tu feras pas d'argent. Ça marche pas. C'est ça. Tu comprends? Moi, ce que j'aurais à dire à un jeune qui voudrait se lancer, vas-y. OK. Vas-y. Ça va être dur. Ce sera pas évident. Mais si tu es suffisamment patient et que tu travailles suffisamment, je vais pas dire fort, mais de façon stratégique, tu vas y arriver. Ne te limite pas à ce que tu vois. N'aie pas peur de te réinventer autant de fois que tu as besoin de te réinventer. N'aie pas peur de l'échec. Parce que sans échec, il n'y a pas de succès. Effectivement. Ça marche de pair. Donc pour moi, tant et aussi longtemps que tu auras d'échecs, tant et aussi longtemps que tu auras de non, plus tu vas te rapprocher de ton oui. N'attends pas de te faire inclure quelque part. Prends ta place. N'attends pas de te dire que ouais, on te trouve drôle, on va te donner une place. Crée ta place. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je suis extrêmement contente de l'avoir fait. Quand j'ai réalisé qu'on ne me bookait pas sur des soirées d'humour, qu'est-ce que j'ai fait avec ma soeur? On a créé notre entreprise. Puis on s'est mis à s'autoproduire. C'est ce que je continue de faire. Je m'autoproduis. Là, maintenant, il y a des demandes qui rentrent. Maintenant, je fais le choix. J'ai le choix de dire, je prends, ça marche. Je ne prends pas, ça ne marche pas. Let's move on. Mais c'est parce que j'ai appris à m'affirmer. J'ai appris à prendre ma place. J'ai appris qu'un non, c'est pas une finalité. C'est vrai, c'est vrai. J'ai appris à échouer. J'ai appris à accepter l'échec. J'ai appris à accepter les leçons qui venaient avec l'échec. Et j'ai appris à continuer d'avancer, tout simplement, calmement, tranquillement. J'ai pas de course contre la montre. Je refuse. Donc, si ça va me prendre 10 ans pour arriver du point A au point B, ça me prendra 10 ans. Puis je serai suffisamment patiente avec moi, comme je le suis avec mes neveux, mes nièces, mes élèves, pour arriver du point A au point B. C'est tout. Mais tu vois, je t'écoute parler, puis je me dis, waouh! Mais est-ce que dès le début, tu avais la mentalité que tu as aujourd'hui, le mindset que tu as aujourd'hui? Non, mais ma sœur, oui. On a 10 ans d'écart. Donc, ma sœur est mon aînée de 10 ans. Oui. Donc, cette maturité-là que j'avais, on se complétait bien. Là, maintenant, elle a pris sa retraite de la scène, mais on se complétait bien. J'étais celle qui avait du drive. J'étais celle qui avait de la patience. Elle était celle qui était, moi, j'ai fait ma part dans la société, puis il faut que je sois stratégique. Donc, on se complétait vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, les endroits où il fallait avoir le grand sourire, puis être toute bubbly, puis faker que everything is fine, c'était moi. Puis quand il fallait dealer avec les vraies affaires, ben c'était elle. Donc, on s'est vraiment, honnêtement, ma sœur a été et est encore mon bras droit dans ce sens-là, parce que sans elle, je serais probablement en train de marcher comme une poule sans tête. En train d'essayer de me faire accepter quelque part. Mais elle m'a permis d'apprendre à dire non, surtout. Ma sœur, elle n'avait jamais peur de dire non.
Moi, je disais oui à toutes les opportunités. Mais dans les débuts, t'as pas le choix. Ben, non, c'est faux. C'est faux. T'as pas d'argent. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Si on te dit, je vais te donner un exemple, d'accord? Si on te dit, va faire de la prostitution pour arriver aujourd'hui, est-ce que tu vas le faire, mon cher? Non, c'est clair. Exactement. Donc, c'est un choix. Alors qu'il y a des gens qui vont te dire, coûte que coûte, c'est un passage, je vais le faire. Ouais. Donc, il faut quand même prendre le temps, des fois, d'évaluer Parce que souvent, ce qui va arriver, comme tout le monde sait que tu commences et que tout le monde sait que tu cherches des opportunités, tu vas te faire marcher dessus. Et je me suis fait marcher dessus plusieurs fois. La quantité de fois que j'ai été jouée, puis qu'on m'a dit qu'on allait me payer, puis qu'on m'a jamais payé. Ah, man. Donc, pourquoi moi j'ai dit oui? Parce qu'il y a des gens qui vont me voir. Oui, parce que je vais atteindre un nouveau public. Oui, parce que, mais non, t'es pas obligé d'être maltraité. T'es pas obligé d'être sous-payé. Pour ça, parce que tu as une valeur en tant qu'être humain de toute façon. Bien sûr. Donc, encore une fois, apprendre à dire non quand il faut dire non. Apprendre à faire des choix qui sont stratégiques. Et quand je parle de travailler intelligemment, pas travailler plus fort, travailler plus intelligemment. De dire, OK, d'accord, ça c'est bon pour moi. Ça, il n'y a peut-être pas d'argent maintenant, mais il y a un avancement, il y a un exposure futur que ça va me donner. Il y a une opportunité que je suis capable de voir dedans. Et ça, c'est important de faire le distinguo. Mais ta sœur, moi, je me dis, est-ce qu'elle a ce type de mindset-là, d'une part à cause de son âge, l'expérience qu'elle a, je pense qu'elle a des enfants aussi. Donc, tout ça, là, c'est comme, j'ai pas le temps de niaiser. C'est exactement ça. C'est exactement ça, en fait. Donc, moi, j'ai dû apprendre d'elle, en ce sens où elle avait plus le temps de niaiser. Moi, je suis dans ma trentaine, ma sœur est dans sa quarantaine. C'est normal. Elle a 2 enfants. Elle n'a pas le temps. Donc, elle, tout ce qu'elle avait à donner, elle l'a donné. Donc là, elle te dit, je suis plus là pour apprendre à me faire accepter par la société. Je suis qui je suis. C'est soit tu prends, soit tu laisses. C'est tout. Donc, pour elle, la drive de « Oh, on va y aller, on va tout faire en même temps, on va tout ceci, on va tout cela », moi, je l'avais. Elle, non. Elle était comme, moi, je fais des trucs qui sont calculés. Si ça ne me rapporte pas de l'argent, si ça ne me rapporte pas une opportunité X ou Y pour mon avancement, je m'embarque pas. Je m'embarque pas. C'est tout. Mais elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Mais il fallait que moi, je passe par tout ça pour que je comprenne finalement qu'elle a raison. Maintenant, là, dans ma trentaine, je comprends que, elle avait raison. Mais j'aurais pu être encore, comme je te dis, à la recherche de l'acceptation des autres. Toujours. Mais même encore là, je me pose la question, si ça aurait été le cas, est-ce que tu aurais autant avancé ou tu serais rendu où ce que tu es rendu en ce moment? Nul ne le sait. Jamais. Nul ne sait. On ne saura jamais. Pour le moment, je ne peux juste m'avancer sur ce que j'ai vécu, mais je ne peux pas m'avancer sur ce que je n'ai pas connu. Donc, je ne sais pas. Effectivement. Et là, bon, on parlait brièvement un peu de la carrière que tu as décidé de faire qui n'est pas atypique pour nous, les Haïtiens. Comment que ça a été la transition pour tes parents quand tu leur as dit que tu décidais de devenir humoriste? Est-ce que tu as eu du bâton? Est-ce que tu as eu du... Mais non, je t'ai rendu trop vieille pour ça. Mon père était déjà 6 pieds sous terre. Donc lui, il n'avait pas son mot à dire. Mais c'était ma mère. Ma mère, ça a été difficile pour elle d'accepter parce que pour elle, c'était une phase. Ah, OK. Pour ma maman, c'était une phase. Donc, quand l'école de l'humour m'a donné la bourse, les parents essaient, diplôme, oui, va prendre le diplôme. Quand tu as eu le diplôme, elle est fière. Elle a fait un diplôme. Ma fille, la première fois, moi, me diplômée de l'École nationale de l'humour. Beaucoup de fierté. Mais en dehors de ça, le travail. Je me dis, OK, Kounia, qui le va faire un vrai travail? Quand est-ce que tu vas retourner à la ville de Montréal? Quand est-ce que tu vas... Pourquoi tu vas pas travailler à la banque? Pourquoi? Donc, le questionnement constant. Constant de, tu vois? Puis là, imagine maintenant quand je lui raconte mes déboires de j'ai joué, on m'a pas payé, ou voici combien d'argent qu'on m'a donné, ou voici parce qu'elle pose des questions. Et moi, je suis très transparente, je vais pas lui mentir. Je vais lui dire, voilà, ou quand je suis fâchée par rapport à quelque chose, je me dis, tu vois. Donc, si, en tout cas, moi, je vous ai dit que ces métiers-là, si tu n'es pas Rachid Badouri, ça sert à quoi? Oui, mais Rachid Badouri, il a commencé quelque part lui aussi. Mais pour elle, c'était son seul référent. Du moment que tu n'es pas Rachid Badouri, tu n'es personne. Wow. Tu n'es personne. Je te fais une anecdote, ça c'est une parenthèse que je fais, avant de retourner au sujet principal. Ma mère a vu mon dernier spectacle.
Et elle était là à toutes les représentations. Wow. Et quand elle a vu la captation, et tu sais ce qu'elle m'a dit? Pour elle, c'était un compliment. Quand elle me l'a dit, elle m'a dit, oh, comme si moi, t'as presque voulu sembler Rachid Badouri. Oh! Wow. J'ai fait pardon. J'ai fait quoi? Bien. Mais pour elle, c'est un compliment. Ouais. Et t'es pas encore là, t'es pas encore au niveau, mais t'es presque. Comme si, quand je te regarde aller, t'as presque envie d'avoir un air de Rachid Badouri. Donc, je t'entends dire ça, puis moi, ça me fait tellement quelque chose. Parce que mes parents, c'est la même affaire. Tu comprends? Moi, pour te parler un peu vite de mon parcours, j'avais fait un DEC en éducation à l'enfance. Parce que moi, quand j'ai fini l'école, j'étais comme, Marsha, qu'est-ce que tu vas faire? J'aimais les enfants, mais bébés. Parce que dès qu'ils sont adolescents, ça commence le manque de respect, l'impolitesse, ça m'intéressait moins. Je dis, regarde, je vais aller en éducatrice en éducation à l'enfance. Je fais un DEC de 3 ans au cégep. Je m'en vais travailler à la commission scolaire. J'arrive, je suis comme, non, c'est pas pour moi, je ne peux pas. Et là, je rentre chez moi, je fais une liste, je prends une feuille blanche, puis je suis comme, OK, Marsha, c'est quoi que t'aimes? C'est quoi tes passions? Qu'est-ce qui t'attire? J'avais acheté mon premier duplex à 25 ans, j'avais pris des cours d'investisseurs immobiliers, puis je me suis dit, mais t'aimes l'immobilier, pourquoi ne pas travailler dedans et aider les gens? Surtout que je m'avais rendu compte que quand j'ai acheté mon premier duplex, l'haïtien qui était courtier, qui m'accompagnait, c'était du gros n'importe quoi. Je lui posais des questions, il n'était pas capable de répondre. Il me donnait une réponse, je comprenais pas. Puis l'immobilier, c'est tellement quelque chose de complexe et c'est le plus gros achat qu'un Québécois et Québécoise va faire de toute sa vie. Je me suis dit, non, faut que je change un peu la game. Tu comprends? Mais j'ai fini ma formation de courtier immobilier. Ma mère me dit, ah, OK, c'est bien, nanana. Elle dit, mais ça ne tente pas d'aller prendre un cours d'infirmière comme quelqu'un de la famille X, Y, Z. Même avant que je sois courtier, tu sais, j'étais en interrogation. J'avais fait un examen pour devenir chauffeur d'autobus pour la STM. J'avais pas passé l'examen. J'avais passé l'examen, j'ai pas passé l'entrevue. Puis à la STM, quand tu coules l'entrevue, il faut que tu attendes 2 ans pour refaire l'entrevue. Là, je sais pas s'ils ont changé les choses, mais à l'époque, c'était ça. Puis là, ma mère dit, ah, mais ça va bientôt faire 2 ans que tu as fait passer l'entrevue. Puis là, je suis courtier immobilier, là, je travaille, là. Puis elle me dit, ça fait pas bientôt 2 ans que tu avais passé l'entrevue. Pourquoi tu vas pas repasser l'entrevue? Tu veux pas repasser? Mais c'est énervant, tu comprends? Mais ça, c'est quelque chose que... Honnêtement, je les pardonne parce que la communauté haïtienne, comme je te dis, ça n'a pas été facile. Ils sont arrivés au Québec. Tu sais, il y a beaucoup de choses aussi, là. Il y a beaucoup d'histoires derrière ce... Oublie pas que nos parents, ils ont toujours été en mode survie. Oui. Donc, quand ils sont arrivés soit très jeunes, soit très vieux. Ils ont tout de suite été obligés de faire les premiers jobs qu'ils avaient pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants qu'ils ont eu sur le territoire et aux besoins de leur famille qu'ils avaient en Haïti. Donc, pour eux, il n'y avait pas le temps d'avoir un choix. Ouais. Quand tu as un choix, c'est un luxe. Exact. Pour eux, oui. On n'a pas ce luxe. C'est vrai. C'est survival. Et de faire le plus d'argent que possible pour subvenir au plus de besoins que possible, dans l'immédiat. Mon papa était chauffeur de taxi, professeur. Je pense qu'il avait travaillé dans Factory pendant quelques années aussi. Oh, wow. Donc, tout ça de façon simultanée. Tout. Pourquoi? Parce qu'il avait 9 frères et sœurs en Haïti, sa maman, son papa, plus nous, ici. Ma mère a travaillé comme femme de chambre, professeur, ensuite architecte. Tu sais, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Donc, je peux comprendre d'où ça vient. Maintenant que je suis adulte, maintenant que j'ai des responsabilités aussi, mais plus jeune, je ne comprenais pas. Non, c'est ça, je te dis. Moi, plus jeune, je ne comprenais pas. Ma mère encore, des fois, et elle ne fait pas méchamment. Là, j'enseigne maintenant depuis ici au Québec depuis 2 ans. J'ai commencé à enseigner en ligne. OK, parfait. Donc, j'enseigne l'humour depuis 2 ans. Et elle, de me dire, tu trouves pas que c'est plus payant d'enseigner l'humour? Pourquoi tu fais pas, justement, inscris-toi à la commission scolaire. Inscris-toi, demande-leur. Je dis, mais ça marche pas comme ça, je peux pas bypasser l'école de l'humour pour aller juste être... Non, ça marche pas comme ça. Comme ça, mais non. Les compagnies pour lesquelles je faisais des conférences, par exemple, je fais des conférences pour Pfizer, je fais des conférences pour des grosses entités, ou pas regarder pour essayer, ou pas une ouverture de poste.
Ou t'as bon, oui, sans penser. Ou que t'as bon pied en dedans. C'est dis-moi, mais donner une conférence, c'est pas avoir un pied en dedans. Non, c'est ça. Tu viens comme un élément extérieur, il passe 1 heure de temps avec toi, puis après ça, ciao, bye la compagnie. Exact. C'est tout. Donc, pour elle, ça marche pas comme ça. Pour elle, c'est toujours se trouver un pion à l'intérieur, une porte d'entrée à l'intérieur, pour rester à l'intérieur du système tel qu'il est, oui, tel qu'elle le connaît. Oui, mais c'est pas ça aussi. C'est que t'as un travail. Je veux dire, c'est pas comme si... Tu sais, mettons, la personne peut te dire ça si t'as pas de job, tu comprends? Mais pour moi, c'est très vexant. J'ai un travail. Mais c'est pour te montrer à quel point que, pour elle, ce que tu fais, c'est pas un travail. Et quand j'ai fait la blague dans mon spectacle que dans ma tête de ma mère, j'étais encore au chômage... c'est parce que dans sa tête, je suis encore au chômage. Tu vois? Incroyable. Donc, même quand je fais tout ce que je fais, mais pour elle, c'est jamais suffisant. Elle aurait préféré, je pense, selon moi, quoiqu'elle nous a toujours encouragés à être des entrepreneurs, parce qu'elle est entrepreneur. OK, c'est bien. Elle nous a toujours encouragés à être des entrepreneurs, à avoir nos propres affaires, mais pas comme ça. Donc, elle-même, c'est un magasin qui est sa propre affaire. C'est quelque chose de concret. Okay. Donc, quand c'est toi qui es le magasin... Ça marche pas pour elle. OK. Que ce soit physique. Que ce soit physique. Physique avec du béton, de l'électricité. OK. C'est ça. Je comprends. Mais toi, tu aurais dit, je pars à un restaurant ou je pars... Oh oui. Okay. Oh, demain matin, là. Oui. Elle va m'aider à monter. Elle va monter le budget, m'aider à magasiner le local, oui. Mais tu vois à quel point que la conception des choses est parce que ouvrir un restaurant, on parle de restaurant, c'est un exemple, mais c'est quelque chose, là. C'est quelque chose, mais pour elle, ça aurait beaucoup plus de crédibilité. De loin. Parce que selon elle, du moment que tu perds ta voix aujourd'hui, du moment que tu as une blessure, du moment que tu perds ton métier, tu perds tout. Donc elle, tout autant que c'est pas solide, coulé dans le béton, littéralement, physiquement dans le béton, ça n'a pas nécessairement autant de valeur que s'il y avait du béton. Donc, j'étais à 2 doigts de boire du ciment, mais bon, ça, c'est autre chose. Écoute, mais encore là, tu vois, t'as quand même de la chance parce qu'il y avait quand même cette ouverture. Moi, de mon côté, il n'y a pas l'ouverture du tout. Non, mais c'est parce qu'elle est entrepreneur. Aussi. Donc, elle a son entreprise. Ça aide. Parce que je te disais en introduction, au début, pour nous, les Haïtiens, il y a comme 3-4 métiers qu'on peut faire, puis si on rentre pas dans ce cadre-là, ça marche pas. Puis, tu sais, nous, chez nous, c'est infirmière. Tu sais, dans le milieu de la santé, c'est comme... T'es la king, là. Moi, pour mes parents, à l'époque, c'était médecin, parce que ma soeur est médecin. C'était médecin, c'était ingénieur, parce que ma maman est architecte. C'était avocat. Et c'était ça pas mal les trois métiers qu'il y avait. C'est fou, il y avait pareil, pas d'option après, là. C'est fou, là. Si tu sors de ce cadre-là, ça marche pas. Dans le pire des cas, gestion. Mais même là encore, gestion, c'était... Okay. Si les 3 autres, ça marche pas, on va aller en gestion. OK. Puis est-ce que, à part toi, dans ta famille, il y a d'autres personnes qui sont à leur compte, travailleurs autonomes, qui ont... Sauf mon frère. OK. Tous. Wow! Et quand je dis tous, ça, je parle de mon cocon familial. Ouais. Ma mère, travailleur autonome. Ma soeur, travailleur autonome. Mon frère, il est le seul qui n'est pas travailleur autonome. Et moi, travailleur autonome. Wow! Donc, oui. Wow! Ça donne je m'en allais dire, ça donne une belle soufflette. Mais même mes cousins, en fait. Travailleurs autonomes aussi? Oui. Ben oui. Wow! Ben oui, même mes cousins aussi sont tous travailleurs autonomes aussi. Wow! Ouais, on a une famille de travailleurs autonomes. Puis est-ce qu'ils réussissent bien leur vie? Je veux dire, est-ce qu'ils sont capables de subvenir à leurs besoins confortablement? Tous, sans exception. Tous. C'est ça? Tous. Mais c'est pas nos parents qui nous ont encouragés à devenir des travailleurs autonomes. Pas du tout. Et au-delà de nos parents, même la société québécoise en passant, c'est pas quelque chose qui valorise de faire de l'argent, de tu comprends? C'est vrai qu'on valorise pas, mais en même temps, ils sont pas contre l'idée. Ils vont pas le mettre de l'avant. Mais en même temps, ils vont pas te dire non, vas-y pas. Versus les parents immigrants, même pas haïtiens, seulement immigrants. Il y en a beaucoup immigrants qui te disent que travail autonome, ça veut dire quoi? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais de plus en plus, les gens, c'est là-dedans qu'ils veulent aller. Là. Tu sais, je pense à moi, je pense à mon frère. On a donné une claque à nos parents parce qu'on est partis travailleurs autonomes en même temps. Tu sais? Mais c'est parce qu'on veut tous avoir cette liberté. Ouais. C'est surtout ça. Et moi, je me suis toujours dit, toujours, en être riche et être heureuse, je préfère être heureuse. Wow.
Toujours. Wow. Si je suis riche, tant mieux. Mais si je ne le suis pas, mais que je suis constamment heureuse, I will take it every day. Every day of my life. Ouais. Wow. Wow. Parce que pour moi, good, you have money. Good. Ouais. But are you happy? C'est ça l'affaire. C'est ça. Effectivement. Donc, je préfère moins bien vivre en ce sens, de façon financière, mais de pouvoir profiter de ces petits plaisirs que la vie a à m'offrir au quotidien. À te donner. And take it. Effectivement. Yariana, je finis toujours mon podcast parce que tu le sais, je suis courtier immobilier. Oui! Donc, je finis toujours mon podcast en posant cette question-là à mes invités. Est-ce que tu investis en immobilier ou c'est quelque chose qui t'intéresserait? C'est quelque chose qui m'intéresse. Comme je t'ai dit aussi avant de commencer le podcast, que c'était mon plan, en fait, pour 2021, justement, d'avoir cette première acquisition. Bien sûr. Mais le marché n'était pas adéquat pour mes poches. Il n'était pas favorable, ben oui. Pas du tout. Donc là, maintenant, j'y travaille, en fait, encore, toujours. Wow. Et ça reste, c'est sûr et certain, dans mes plans pour au moins 2024, en espérant que ça diminue un peu. Qu'est-ce qui diminue? Le prix des propriétés ou le taux d'intérêt? Parce que là, le taux d'intérêt est élevé. Oui, mais je parle idéalement les deux. OK. Mais bien évidemment, le prix des propriétés. Le taux d'intérêt est dégueulasse, effectivement. Le prix des propriétés. Le taux d'intérêt, après ça, tu es capable de gérer en fonction du prix de la propriété. Donc, on va y aller avec le prix de la propriété de base. OK. Le prix de la propriété de base. Mais c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. C'est toi qui es le conseiller. Non, mais c'est pour ça que je te pose, parce que c'est intéressant. Moi, j'aime ça entendre ce que les gens pensent par rapport à ça. Moi, je pense honnêtement, on s'entend que si les prix des maisons, on va dire, descendent à 100 000 $ et que le taux d'intérêt est à 7,5, mettons que c'est comme se tirer une balle dans le pied. OK. Donc, je ne sais pas. Mais moi, je voudrais les deux. Il faudrait que les deux soient bas. Les deux. OK. Mais si la maison est basse, le down deposit est moins bas. Alors est moins élevé. Bien sûr. Donc, idéalement, j'ai plus rapidement et facilement accès à la propriété, même quand je vais gérer après le taux d'intérêt. Bien sûr. Mais aussi, le revers de la médaille, la maison est très élevée, le down deposit est quand même élevé, Oui. mais que le taux d'intérêt est vraiment intéressant et que le mortgage, à la fin, devient... je sais pas. Pour moi, ça revient au même. C'est la même chose? C'est la même chose. Si je sors une calculatrice financière, puis que je te montre, pendant la COVID, les gens qui donnaient, mettons, 100 000, 150 000 de plus que le prix demandé, mais qu'ils avaient un taux d'intérêt à 1 point quelque. Ouais. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de donner 100 000, 150 000 de plus que le prix demandé. Tu es capable d'acheter au prix qu'il est affiché. Quand tu sors la calculatrice financière, c'est la même chose. Parce que le taux d'intérêt a augmenté. Non, je ne donne plus de surenchère, je ne donne plus 100 000, 150 000, 200 000 de plus que le prix demandé. Mais étant donné que le taux d'intérêt a augmenté, c'est la même chose que la personne qui avait donné 100 000, 150 000 de plus que le prix demandé, avec un taux d'intérêt de 1 point quelque, 2%. C'est la même chose. Mais moi, ce que je dis souvent aux gens, et moi, comment je le vois, parce que moi, je suis propriétaire, c'est que moi, je me suis toujours dit, puis même en ce moment, je suis en processus de magasiner autre chose, je me suis toujours dit que je ne peux pas acheter une propriété en fonction d'un taux d'intérêt. OK. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que dans la société, dans le pays où ce qu'on vit, OK, le taux d'intérêt aujourd'hui, il est à 2%, mais 5 ans plus tard, quand je vais renouveler, il ne sera pas à 2%. C'est vrai. Il va être à 3, 4, 5. C'est vrai. Et il faut que je sois capable de m'adapter par rapport à ça. Sinon, je suis dans la merde. C'est vrai. Sinon, dans 5 ans, dans 6 ans, je vais vouloir vendre. Je vais être égorgée, je ne serai pas capable. C'est vrai. Donc, la problématique qu'on a eue pendant la COVID, OK, puis moi, mes clients, je leur disais carrément, je disais, est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques? Parce que si tu me dis que tu achètes parce qu'en ce moment, le taux d'intérêt, c'est pillaille, mais mets dans ta tête que dans 5 ans, ce sera plus la même ça sera plus la même chose. Est-ce que tu vas être en mesure de toffer? Et ce qui se passe, la réalité, c'est qu'on va tout acheter une maison. On va s'acheter une maison, on est content, on est heureux. Mais les dépenses augmentent. Peut-être, entre-temps, on s'est acheté une voiture. Peut-être, il y en a plusieurs de mes clients, leurs enfants sont dans des écoles privées. Mais là, c'est comme même la banque, là. Tu sais, elle est pas au courant de tout ça, là. Si 5 ans plus tard, moi, j'arrive, tu dois faire ton renouvellement, le taux d'intérêt est élevé, tu me dis que t'es pas capable de payer. C'est pour ça aussi. C'est ça. Bon, je sais pas si tu comprends ce que, ce que je veux dire. Non, je comprends parfaitement ce que tu dis. Donc là, tu me fais juste encore patienter encore quelques années. Ben, en fait, non, moi, ce que je dis, puis moi, ce que moi, je fais, moi, je vérifie en termes des paiements, mensualités.
C'est quoi que je peux me permettre et que je vais être confortable, je vais être à l'aise. C'est ça, en fait. Parce que moi, je suis pas propriétaire. Et pas encore. Et c'est la même chose quand tu magasines, mettons, pour un appartement ou quoi que ce soit. Tu vérifies la mensualité. Tu regardes. Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est des dépenses? Est-ce que je peux aller plus loin dans mes dépenses? Est-ce que ça va me déranger tant que ça si je vais un peu plus loin, si je pousse plus loin? Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui est aussi une priorité. Pour ma part. Donc, que ce soit le prix d'achat complet de la maison, que ce soit le taux. Exact. Pour moi, c'est celui qui va me rapprocher le plus proche de ce que je suis capable de payer en mensualité. Ben, effectivement. Qui parce va remporter. Moi, je le dis souvent, tu sais, c'est un choix de devenir propriétaire. C'est pas une obligation. Pas du tout. OK? C'est un choix. Et au-delà d'être un choix, tu ne veux pas devenir propriétaire et être esclave de la propriété de la maison. C'est pas ça que tu veux, là. Exactement. Il faut que tu puisses, si tu veux voyager, tu veux aller au resto, tu veux te faire plaisir, que tu puisses le faire. Mais, effectivement, en tout cas, au Québec, les maisons sont très chères. On ne se le mentirait pas, ils sont très chers. Fait que c'est là l'équilibre de tout. Là, tu te dis, mais Colin, combien il faudrait que je fasse en termes de salaire? C'est surtout ça. C'est surtout ça. Parce que quand j'ai réalisé, en fait, c'est une étude personnelle, mais quand j'ai réalisé que, justement, j'étais comme, ah ouais, je suis prête justement à devenir propriétaire et à acheter et tout. Puis mon conseiller, de me dire que, peut-être que même avec la quantité d'argent que tu te fais par année, étant donné que tu es travailleur autonome, c'est pas le même privilège que si tu étais employé et d'avoir un job, même qui aurait payé moins que ce que tu gagnes par année. Puis je me dis, mais à quel point c'est aberrant. Absolument. À quel point? C'est parce qu'ils ont comme, pour eux-mêmes, il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. Oh non. Puis moi, je le dis souvent, tu sais, je parlais avec un collègue à un moment donné, un courtier immobilier comme moi, on parle, on jase, puis là, il me dit qu'il a été encouragé un courtier qui voulait faire ça à temps partiel pendant qu'il faisait ses études. Puis tout, tu dis, même si tu fais 50 000, 40 000 par année en tant que courtier, ça fait la job, puis tout ça. Puis tu vas même pouvoir t'acheter une propriété un jour si tu le souhaites. J'étais comme, pardon? J'ai dit, by the way, quand on est travailleur autonome, on veut un prêt hypothécaire, la banque te fait chier en tabarouette, là. Ils te demandent de la documentation, là. Donc, si, mettons, en tant que salarié, tu dirais, j'aurais fait 100 000 par année, j'aurais pu avoir une belle préqualification, m'acheter une propriété, je te niaise même pas en termes de travailleur autonome, il faut quasiment que tu vises le double. Exactement. Il faut quasiment que tu vises le double pour être sûr d'avoir ton prêt dans les conditions que tu veux. Exactement ça. Donc, c'est pour ça que moi, justement, mon conseiller m'avait dit, ben voilà, patiente, probablement que le marché, ça va diminuer, mais sois patiente quelques années encore, puis mets ton down. Mets du down de côté, mets un peu plus d'argent de côté. Puis comme ça, tu auras plus de facilité quand le marché va diminuer. Mais sinon, pour le moment, je te conseille de, calm your tits down. Puis est-ce que toi, t'achetais toute seule ou t'achetais avec ton conjoint mari? Avec mon conjoint. OK. Puis ton mari, es-tu travailleur autonome aussi? Non, mon mari, lui, il est ingénieur civil. OK. Donc, au moins, il est salarié. Oui, il est salarié. Ça vient aider. Oui. OK, super, c'est nice. Ben écoute, Gariana, merci beaucoup d'être venue dans mon podcast. J'apprécie beaucoup. Merci à toi, Marcia. Honnêtement, j'aurais pu parler comme des heures avec toi, je te jure. C'est gentil. Non, vraiment, là, c'était du bonbon. C'est gentil. J'apprécie beaucoup. En plus, comme je te dis, j'étais tellement stressée parce que j'étais comme... Non, mais c'est tu sais, je me dis, comme je te disais tantôt, puis t'aimes pas ça quand je dis ça, mais je suis comme, je suis nous. Arrête, non, je veux même pas l'entendre, je veux pas entendre. You are somebody mais great. C'est pas que moi, je pense que beaucoup de personnes ont cette impression-là. Mais moi, je vous dis d'arrêter de dire ça de vous-même. Parce que du moment que vous le dites, vous le mettez dans l'univers, et l'univers a des oreilles, et l'univers écoute, et l'univers exécute. Ça ne veut rien dire que je suis nobody. You are somebody. Non, je sais. Somebody. Je sais, mais tu vois, mais malgré ça, je t'ai contacté pareil. Oui. Parce que moi, le type de personnalité que j'ai un type de personnalité qui est... Comme quand je dis qu'il faut que je fasse quelque chose, il faut que je le fasse. Non, mais je suis d'accord. Mais le fait de te dire que non, tu es quelqu'un qui a un podcast, qui éduque les gens, tu es quelqu'un qui parle, tu es quelqu'un qui est franc. Il y a tellement de choses que plus de « Oh oui, j'ai pas le exposure, j'ai pas la popularité. » What the hell is popularité? Mais attends, mais en même temps, entre toi puis moi, peut-être toi, t'es pas comme ça, mais il y a des gens aussi... Je vais pas nommer de nom, mais il y a des gens ils sont comme ça, ils vont regarder c'est quoi la popularité que tu as avant de, tu comprends? Est-ce que tu as réalisé que n'importe qui est populaire de nos jours?
Ouais. Ok, d'accord, c'est bon. Donc là, je pense que c'est case close. Depuis moi, surtout, je fais toujours cette blague-là, la occupation double, là, rendue beaucoup Tout le monde est populaire, pour n'importe quoi. Ouais. Pour les absurdités les plus terribles qui existent dans cette vie, les gens sont populaires. Donc la popularité, ça ne veut rien dire. Quand tu es vide, tu as raison. Tu as beau être populaire et que tu es vide, tu ne veux rien dire. Il n'y a pas plus de valeur. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. C'est quoi tes projets pour les prochaines années? Alors, ma chère, mes projets, mis à part l'achat d'une propriété. Mais clairement, mes projets, c'est bien évidemment d'expandre mon one-woman show. Nice. Clairement. Donc, continuer de le faire à travers la francophonie, idéalement. Oui. Aussi, bien évidemment, j'en aurai d'autres. On s'entend, ce ne sera pas le seul. Mais comme c'est mon premier bébé. Ben oui, je comprends. Et voilà, donc je le tiens à cœur un peu. Ensuite, de continuer de donner des cours aussi et d'expandre, surtout pour moi, l'humour, de rendre l'humour accessible aux communautés racisées. D'encourager le plus de jeunes femmes que possible à essayer l'humour, à tenter l'humour, à goûter à ce que c'est que l'humour, même quand elles ne le pratiquent pas dans le futur, mais pour moi, c'est vraiment important de pouvoir donner ce petit boost-là ici. Et enfin, quoi d'autre encore que j'ai comme plan? Et voilà, de continuer de faire de l'art, en fait, de continuer d'être bien dans ma peau, de faire de l'art. Et voilà, de mourir heureuse. Puis de travailler de ta passion. Mais plus côté personnel, pas d'enfant, pas de... Non, mais honnêtement, les gens... le stress de la Noël, là... Ben, c'est sûr que ta mère t'en a parlé, là. Tu comprends pas? J'ai reçu, littéralement, une carte de ma belle-mère me disant qu'elle attend sa petite fille. J'ai reçu une carte de ma maman qui attend Zayana. Ça, c'est sûr, elle allait pas manquer ça. Elle a pas manqué. Non. Elle a donné une carte aussi à mon mari. Oh, wow. Disant qu'elle attend Zayana. Oh, wow. Okay. Elle nous a donné une carte à deux. Juste toi, ça suffisait pas. Voilà, elle nous a donné une carte à deux. Elle a écrit une carte à deux en nous disant qu'elle attend le bébé pour la Noël. Ensuite, mon neveu et ma nièce m'ont écrit des cartes pour me dire qu'ils attendent des cousins. Ils m'ont même donné une layette. Ils m'ont donné une layette. Je reprends. Ils m'ont donné une layette comme cadeau de Noël. Aïe, aïe, aïe. Mon neveu m'a donné un moumou 3XL. Comme cadeau de Noël en plus de la layette. C'est pas sérieux. Je te jure. Donc, je pense que tous les signes sont là, mais je résiste. Et je résisterai. Parce que pour le moment, c'est pas ma priorité d'avoir des enfants. C'est pas ma priorité. Donc, pour le moment, pas d'enfants en vue. Par contre, beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. Donc, je veux vraiment... cette année, je planifie probablement au moins visiter 3 nouveaux pays cette année. Mon Dieu. Et les années qui s'en viennent aussi. Donc, oui, moi, j'ai ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis dans mon plan cette année aussi, de faire du bénévolat. J'ai vraiment envie, et puis je sens que c'est... Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me dit que, tu sais, il est temps de redonner encore plus. Mais quoi que je redonne déjà, mais de redonner encore plus. Absolument, oui. Absolument. Ouais. Wow! Ben écoute, je suis contente pour toi. Merci. Puis bon, ben pour les enfants, là, ça, je sais pas, là, Mais c'est nous toutes, on passe toutes par là. C'est pour ça que j'ai fait exprès de te le demander, parce que moi aussi, j'ai 28 ans, puis pour mes parents, pour ma mère, je suis en retard, là. C'est comme, qu'est-ce que t'attends? Pour ma mère, je suis trop en retard. Je suis tellement en retard qu'elle me dit, ouais, que tu penses que médicalement parlant, tu te fais souffrir. Parce que quand tu vas vouloir avoir des enfants, ça va être difficile pour toi. C'est mieux de les faire maintenant. Pour après, tu pourras jouir de... Je suis comme, mais si j'en ai pas, je pourrais encore plus jouir de la vie, tu vois. Mais c'est ça. Intéressant. Yeah. Intéressant, mais je pense qu'on vit les mêmes choses un peu, là. Puis dire que tu veux pas d'enfant, c'est comme une insulte et une gifle. Ben non, il faut penser que t'as un problème, t'as ci, t'as ça. Tu sais, moi, je suis pas dans ce stade-là, mais je suis dans le stade de dire que il y a des affaires qui doivent être réunies, puis ça doit être avec la bonne personne aussi. C'est très important pour moi. Mais moi, je suis pas pressée. Moi, c'est le stress de... Je suis très proche de ma sœur, très proche de mes neveux et nièces, puis je suis là pour eux. Et je vois la quantité de... J'ai toujours été involvée dans leur vie depuis leur naissance. C'est moi qui étais avec ma sœur à l'accouchement. J'ai vu des choses que j'aurais jamais voulu voir. Et peut-être que ça m'a traumatisée au fond. Tu penses? Peut-être. Parce que j'ai vu. Non, mais ça, c'est juste une fois, là.
2 fois. Bon, oui, dans son cas à elle. Mais mettons que toi, tu dirais tu ferais qu'un enfant. Mais tu comprends pas. C'est que les gens oublient la souffrance. Non. Je suis d'accord. Moi, je l'ai vu. Je ne l'ai pas oublié. Je suis d'accord. I don't want it. Not now. Not, I don't know. Tu sais, parce que de dire que je ne suis pas prête, c'est autre chose. Est-ce que je serai jamais prête? Parce qu'après, je serai fatiguée. C'est ça le problème. Pour le moment, je suis pas prête. Mais à 38 ans, je serai trop fatiguée pour avoir des enfants. Parce que là, je suis déjà fatiguée. J'espère pour toi que ta mère n'écoutera pas ce podcast-là. Ah, mais ma chère, je ne sais pas. Si elle l'écoute, mamie, je refuse. J'espère juste pour toi qu'elle n'écoutera pas ce podcast-là parce que tu vas la faire perdre connaissance, là. Parce que nous, on peut pas dire ça à nos parents qu'on veut pas d'enfants, mais au moins un. Non. Comme même ma tante, là, ça fait longtemps, elle a un enfant, puis elle avait eu des problèmes avec son conjoint. Puis ma mère a dit, on va regarder petite, là, oui? On va regarder petite. Ouais, tu sais, puis là, à chaque fois, des fois, ma mère dit ça, tu vois, si tu l'avais pas gardé, ben, puis elle en a pas fait d'autres. Ouais, si tu l'avais pas gardé, en ce moment, tu serais toute seule. C'est ça, tu comprends? Les parents font des enfants pour ne pas rester seuls dans cette vie. Je sais pas, mais c'est ça, pour moi, c'est aller chercher le... En tout cas, mais ça, c'est un autre podcast, mais... je sais pas. C'est pour ça que je te souhaite bonne chance pour cette partie-là. Le reste, je suis pas inquiète pour toi, mais cette partie-là, bon, je te souhaite bonne chance. Je prends. Mais merci beaucoup d'être plein de petits chiens. Aïe! Non, c'est pas vrai. Dis pas ça. C'est pas l'équivalent d'un enfant. Non, c'est pas l'équivalent d'un enfant. Puis c'est pas... Tu sais, même si tu fais ça, ta mère oubliera pas. Non, elle va te ramener tout le temps cette affaire-là. Bon, tu t'es pas sorti du bois, là. Mais voilà, regarde, on prend pour ce que c'est. On n'a pas le choix. Je l'emmènerai en voyage, c'est OK. Tu penses que ça va la faire oublier? Non. C'est ça. Sinon, elle l'aurait déjà oublié. J'ai amené en voyage plusieurs fois. Elle l'aurait déjà oublié. Non, ça revient tout le temps. J'attends la prochaine carte l'année prochaine. Merci beaucoup infiniment. J'ai beaucoup apprécié ta présence. Puis je le dis souvent parce que t'es la deuxième femme qui vient dans mon podcast. Non. Je te le jure, parce que c'est tout le temps des hommes. Quand j'invite les femmes, je sais pas qu'est-ce qui se passe, ils veulent pas venir. C'est pas vrai. T'es la deuxième femme et t'es la première noire qui vient. Non. L'autre, c'est un Québécois. Oh non. On va changer la donne, t'inquiète, je vais parler devant le chat. Et puis, on va voir, les filles là vont faire la ligne devant le truc, OK? Je dis ça, je dis rien. Je te jure, c'est pour ça que je suis vraiment contente là que t'es venue là dans mon podcast. Super belle personnalité. Je le pense vraiment. Merci. Parce que moi, quand je pense pas quelque chose, je me badine rien. Donc, non, vraiment, je suis vraiment contente. Merci à toi, vraiment. Et je te souhaite une très bonne année aussi. Merci, c'est gentil. Encore plus d'invités, de magnifiques discussions. Et you are somebody to me. So, that's it. Merci. Merci à toi.